Bonjour, bienvenue à ce premier cours Motivation Émotion PSF 342. Premier cours officiel du moins parce qu'on s'est parlé un petit peu avant. Et dans ce cours, on va parler de concepts fondamentaux et d'historique. Fait que, regardez, mon but dans ce cours-ci, c'est de vous amener à réfléchir à certains concepts importants reliés au monde des émotions et à de la motivation, juste pour avoir une idée des différents concepts auxquels on peut s'intéresser quand on joue dans ce monde-là. Euh, et aussi vous faire réfléchir à certaines définitions. On va voir qu'il y a certains mots qu'on utilise dans la vie quotidienne, qu'on utilise de manière très générale, comme ça, en présupposant que tout le monde se comprend, mais que dans le fond, quand on creuse un peu, puis on commence à se poser des questions sur ces concepts-là, ces mots-là qu'on utilise, on se rend compte qu'ils sont très complexes, puis ils ont plusieurs composantes, ils ont plusieurs dimensions. OK? Fait que c'est un peu le but de cette présentation-ci. Hein? Donc, la première chose que je veux faire, parlons de motivation très rapidement. OK? Je veux vous faire comprendre que lorsqu'on dit que quelqu'un est motivé, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Souvent très interreliées les unes avec les autres, certes, mais plusieurs choses différentes quand même. Et on va voir les différentes choses que ça peut vouloir dire, ce qu'on appelle donc les composantes de la motivation. Et je vais vous faire un bref historique très très rapide. Là, on pourra avoir une session complète sur l'histoire du concept de motivation, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, là. Mais comment les gens y pensaient et ainsi de suite. Mais là, on va faire un très bref historique ici. Okay? Commençons avec les composantes de la motivation. La question que vous devez garder en tête, c'est quand vous entendez quelqu'un dire « Hey, lui ou elle est motivé », qu'est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un dit « lui ou elle est motivé ». Mais ça peut vouloir dire différentes choses. Il y a différentes composantes. Okay? Une première chose que ça peut vouloir dire, c'est que la personne ne faisait rien, était en état de non-action, et tout à coup a passé d'état de non-action à état d'action. Imaginez par exemple quelqu'un qui est juste, ben, prenons l'exemple le plus classique, couché le matin, vous êtes couché, ok, c'est le matin arrive, vous vous êtes réveillé, vous êtes dans votre lit, vous ouvrez les yeux, vous êtes à toute fin pratique immobile, couché, et là vous considérez votre journée, puis là il y a un moment où est-ce que tout, vous levez les draps et vous levez, ok, ben on pourrait dire là que vous étiez motivé à quelque chose, motivé à vous lever du moins. Okay? Mais ça, c'est la question du déclenchement. La première dimension de la motivation, c'est souvent quand on parle de motivation, on va parler de déclenchement. C'est qu'est-ce qui provoque le comportement? Pourquoi l'individu commence à émettre un comportement spécifique à un moment spécifique? Okay? C'est la question du déclenchement et c'est la première dimension de la motivation. Donc, des fois, ce qu'on veut dire quand on dit que quelqu'un est motivé, c'est qu'il y a eu un déclenchement. C'est qu'il ne faisait pas X et tout à coup, il s'est mis à faire X. Donc, il était motivé à X. Okay? Probablement la, 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 la composante la plus simple à comprendre, la plus de base, si on veut. Mais vous seriez surpris comment c'est pas nécessairement scientifiquement clair pourquoi les gens font les choses qu'ils font. Pourquoi ils passent de non-X à X. T'sais? Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Bon, donc on peut parler du déclenchement, mais c'est pas la seule dimension de la motivation. La motivation ne veut pas juste dire tu faisais pas X, puis maintenant tu le fais, donc tu étais motivé à faire X, puis c'est ça que motivé veut dire. Ça peut vouloir dire d'autres choses aussi, de subtilement différents, mais de très reliés quand même. Ça peut aussi dire, on peut utiliser motivation pour parler de la direction du comportement. Autrement dit, pourquoi le comportement vise certains buts et non d'autres? Pourquoi change-t-il de direction? Ça, c'est la question de la direction. OK. Qui est subtilement différente du déclenchement. Regardez, le déclenchement, mon exemple que j'ai donné,
la personne est couchée dans le lit, c'est le matin, elle se lève, elle s'ouvre les yeux, elle constate qu'elle est réveillée. Et là, tout à coup, il y a un déclenchement, la personne se lève. OK, il y a eu un déclenchement. Mais là, à partir de là, la personne pourrait se lever et aller s'habiller. Ou la personne pourrait se lever et aller tout de suite sur l'Internet. Ou la personne pourrait se lever et aller prendre sa douche. Ou la personne pourrait se lever et aller tout de suite voir, par exemple, ses enfants jouer en bas pour jaser avec eux. Ou, tu sais, y a plein de directions. Et c'est l'idée, et donc l'idée, c'est que le déclenchement, c'est subtilement différent que la direction, parce que le déclenchement, c'est une action est prise. La direction, c'est quelle action est prise. Et donc, quand on parle de motivation, on peut vouloir dire que quelqu'un est motivé. Il est motivé à faire telle chose et non pas d'autre chose. C'est ça qu'on veut dire par la direction. T'sais? Il est motivé à faire Y et non pas X. Il est motivé à faire du ski et non pas du patin. Il est motivé à aller travailler ou aller étudier pour son examen et non pas sortir avec ses amis, par exemple. T'sais? Donc, la question de direction est très importante. Donc, dans votre vie, vous avez quotidiennement, vous avez des déclenchements, vous êtes motivé à passer de l'état de non-action à l'état d'action, mais vous avez aussi toute votre motivation à différentes directions. Il y a des choses que vous aimez, que vous faites, et il y a des choses que vous ne faites pas. Et dans le fond, chaque activité qu'on choisit, d'une certaine manière, chaque activité qu'on fait, chaque comportement que l'on aimait, c'est à la limite une infinité de comportements que l'on n'aimait pas. Right? Que l'on ne choisit pas de faire. Et si je choisis tout à coup de me mettre à danser, d'une certaine manière, il y a toute une infinité d'autres activités que je ne fais pas quand je danse, disons. Donc, on peut poser des questions très intéressantes à propos de pourquoi certaines personnes visent certains buts et non d'autres. Pourquoi ils font certaines activités et non d'autres. Puis on peut se poser des questions intéressantes aussi sur pourquoi on change de direction des fois en termes de motivation. Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est vraiment motivé à faire quelque chose, qui travaille beaucoup à ça, puis que tout à coup, il change de direction. Puis des fois, c'est des changements dramatiques. Là, il change de direction complètement. Pensez par exemple à quelqu'un qui, je sais pas moi, était étudiant voulait devenir avocat, étudie en droit, très très motivé, a les meilleures notes, est reconnu comme l'étudiante qui probablement va avoir le plus de chances d'obtenir un emploi en sortant, puis va vraiment attirer toutes les firmes d'avocats et ainsi de suite. Tout à coup, cette personne-là, dans sa dernière année, dit non, moi j'ai vraiment envie d'être artiste peintre. Et change complètement de direction et devient artiste peintre. Ça se voit, ça. C'est vraiment pas rare. Et donc, on a là un changement de direction. On pourrait dire, ben, cette personne-là n'était pas vraiment motivée comme profondément à être avocat ou avocate. Peut-être qu'elle se faisait pousser. Peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas juste motivé quand on aime quelque chose aussi. Des fois, on est motivé par l'appât du gain, ce qu'on pourrait obtenir. Des fois, on est motivé par le fait qu'on est poussé par les autres. Des fois, mais des fois, on est motivé par nous-mêmes parce qu'on aime quelque chose, mais ça change. On fait juste changer de direction. Il y a toutes sortes de mystères là-dedans. Donc, il y a la question de la direction qui est vraiment intéressante. Mais c'est pas juste le déclenchement et la direction. Parce que disons que je choisis de me lever le matin, donc je passe de l'état de non-action à action, je me lève, puis je choisis d'aller, par exemple, tout de suite, je sais pas moi, tout de suite aller m'entraîner, par exemple. OK? Ben, j'ai la direction, bon, je suis motivé dans une certaine direction, d'aller m'entraîner, versus toutes sortes d'autres choses que j'aurais pu faire, déjeuner, socialiser, ouvrir mon Facebook, des trucs comme ça. Mais je peux, donc, j'ai choisi mon comportement d'une certaine manière. J'utilise beaucoup le mot choisir, là, mais je ne veux pas vous faire croire que tout est choisi cognitivement, là, puis par exprès, puis consciemment. La majorité des choses qu'on fait, moi, je pense, ne sont pas choisies consciemment. On fait juste y aller un petit peu inconsciemment, puis par habitude. Mais j'utilise le mot choisi parce que c'est une façon simple d'en parler. Okay? Je ne suis pas en train de dire que tout le monde choisit constamment tout de manière consciente. Mais donc, dans cet exemple-là, j'ai
entre guillemets, choisi, où j'ai une certaine direction qui est aller m'entraîner. Mais je pourrais m'entraîner avec beaucoup d'intensité ou avec peu d'intensité. Okay? Donc, même si j'ai choisi une activité, je suis motivé à la faire, j'ai la direction vers cette activité-là, je peux quand même varier en termes d'intensité. Donc, une composante ou dimension intéressante de la motivation, c'est l'intensité. Pourquoi le comportement varie-t-il en intensité chez différentes personnes, par exemple, ou à l'intérieur de la même personne à différents moments? Il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui étudient très très fort et des gens qui étudient beaucoup moins fort? Comment ça se fait qu'à certains moments de la semaine, certaines personnes étudient plus fort, puis à d'autres moments de la semaine, ils étudient moins fort? Vous pouvez penser à des facteurs aussi simples que, plus on approche de l'examen, plus la personne va étudier avec intensité. Bon, ok, ouais, c'est logique, d'accord. Donc, des fois, c'est relativement simple à comprendre pourquoi les gens augmentent en intensité dans une certaine période de temps. Mais il y a des questions vraiment intéressantes. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui s'entraînent, par exemple, ou qui font une activité de manière vraiment intense, alors qu'ils n'ont pas techniquement besoin de le faire pour survivre ou avoir du succès? Il y a peut-être là-dedans des questions de peut-être que la personne aime vraiment l'activité versus l'autre l'aime moins, l'aime quand même, mais l'aime moins, tu sais. Il y a toutes sortes de questions, toutes sortes de réponses qu'on peut amener à cette question-là d'intensité, mais c'est une dimension de la motivation. Donc, il y a le déclenchement, le fait de passer de non-action à une action. Il y a la direction, qui est quelle action spécifique. Puis, il y a aussi l'intensité, qui est, OK, tu fais cette action-là, mais à quel niveau d'intensité? Combien d'énergie tu mets dans cette action-là? Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi la question de la persistance. C'est que je peux me lever et donc passer d'un état de non-action à action, je me lève, et là, la direction, je m'en vais m'entraîner, et je le fais de manière vraiment intense, je mets beaucoup d'énergie dans mon entraînement, mais la minute où il y a un problème, je lâche. Même si je mettais beaucoup d'intensité, la minute où il y a un problème, je lâche. Donc, j'ai aucune persistance. Okay? Vous pouvez vous imaginer ça. Ou, imaginons-nous l'inverse. J'ai le déclenchement le matin, donc je passe d'un état de non-action à action. Il y a la direction, je m'en vais m'entraîner. L'intensité est faible, je m'entraîne je lui mets très peu d'énergie. Je m'entraîne quand même, là, mais je lui mets très peu d'énergie, c'est relax, c'est chill, je fais ça juste pour m'amuser un peu, là. Mais quand il y a des embûches et des obstacles, par exemple, je continue. Je continue, et j'arrête pas. OK? Donc je suis très persistant. Très persistant, mais peu intense. Versus tantôt, c'était très intense, mais très peu persistant. OK? Donc, la question de la persistance est différente que la question de l'intensité. Et la question de la persistance, c'est, pourquoi chez certaines personnes, le comportement se maintient au fil du temps? Et pourquoi chez d'autres, il s'arrête? Pourquoi chez une même personne, parfois, il s'arrête, parfois, il se maintient? Souvent, en rapport aux obstacles. Puis pensez au fait que c'est pas obligé d'être des obstacles très grands. Des fois, le simple fait que le temps passe, c'est un obstacle. On a faim, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on persiste? Est-ce qu'on... et ainsi de suite, t'sais? Et c'est très, très différent, hein? Et vous pouvez penser probablement à des domaines dans votre vie, des domaines d'activité dans votre vie, pour lesquels vous êtes motivé, ce qui veut dire que vous avez vous avez ces directions-là, motivation dans ces directions-là, pour ces activités-là. Et vous pouvez penser à certains domaines de ces domaines-là dans votre vie pour lesquels vous êtes très persistant mais peu intense, d'autres dans lesquels vous êtes très intense mais peu persistant, d'autres dans lesquels vous êtes peu intense et peu persistant, et d'autres dans lesquels vous êtes très intense et très persistant. Puis vous pouvez même vous demander, mais c'est quoi le meilleur jeu à long terme? C'est quoi le meilleur jeu à jouer à long terme? C'est-tu être plus persistant puis un petit peu moins intense? Plus intense puis moins persistant? Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à être un petit peu moins intense mais plus persistant ou persistante, c'est plus gagnant à long terme que l'inverse. Mais peut-être pas dans tous les domaines. Il y a peut-être des domaines où une intensité initiale très forte
et on gagne tout de suite, puis on n'a pas besoin d'être persistant parce que that's it, on a réussi notre but, puis on n'a pas besoin de le continuer. Il y a toutes sortes de questions par rapport à ça qui sont intéressantes, mais vous pouvez réfléchir à votre vie par rapport à ça. Dans quoi je suis persistant? Dans quoi je suis intense? Est-ce que l'intensité chez moi, ça vient toujours avec la persistance? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je suis super intense et je suis peu persistant ou persistante? Est-ce que dans ma vie, j'ai tendance à faire l'erreur d'attaquer les choses avec trop d'intensité et par conséquence d'avoir peu de persistance? Est-ce que la persistance euh, coûte de l'intensité d'une certaine manière? Est-ce que pour être persistant, il faut être capable de moduler son intensité pour la baisser un petit peu pour éviter de lâcher? OK? Pensez à quelqu'un au gym qui est vraiment fatigué. Des fois, on va dire, ben, donne pas ton 100% aujourd'hui. Au lieu de donner ton 100% puis lâcher demain, rentre quand même au gym, donne ton 60%. Comme ça, tu seras venu, tu auras fait tes trucs, un peu moins intenses, mais au moins demain, tu lâcheras pas, tu reviendras parce que tu seras pas complètement démoralisé puis tanné. Donc, la direction, le déclenchement, l'intensité, la persistance, tout ça sont des dimensions de la motivation. Donc, c'est ce que j'essaie de vous dire en début de présentation quand je vous ai dit, tu sais, le mot motivation, ça peut vouloir dire plein de choses. On peut vouloir dire plein de choses quand on dit que quelqu'un est motivé. On peut vouloir dire qu'il est très intense. On peut vouloir dire qu'il est très persistant. Les deux sont pas la même chose. On peut vouloir dire qu'il est très intense mais peu persistant. Peu intense mais très persistant. T'sais, on peut vouloir dire au niveau de la direction qu'il fait X mais pas Y, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des dimensions ou des composantes de la motivation qui sont intéressantes à réfléchir. Maintenant, en termes de comment a évolué notre concept de la motivation? Bien, comme je vous disais au début, on pourrait faire toute une session là-dessus, là, si on était dans l'histoire de ça. Mais je vais vous faire un petit survol. Dans le fond, euh, il y a eu une évolution dans notre concept de la motivation, c'est-à-dire dans la façon dont on réfléchit à la motivation, dont on réfléchit à sa nature. Qu'est-ce que c'est que d'être motivé? D'où ça vient? C'est quoi la motivation? Euh, on pourrait retourner très loin dans le passé, là, mais moi, je veux nous amener à peu près à la Renaissance au début. Sachez que c'est un choix de ma part. Vous pourriez aller plus loin puis vous poser des questions sur les Grecs en Grèce classique, en Grèce antique. Vous pourriez vous poser des questions bien avant ça. Évidemment, avant le début de l'écriture, ça commence à devenir difficile parce qu'on ne sait pas ce que les gens pensaient s'ils n'écrivaient pas les trucs. Mais si je vous amène à la Renaissance, euh, et un concept de la motivation qui était important à ce moment-là, c'était pas le seul, là, mais quand même, c'était une vision importante à ce moment-là, c'était le concept de volonté. Et au 16e siècle, dans les années 1500, okay, je vous amène un personnage ici très important, René Descartes, un genre de polymathe, comme on dit, là, scientifique, physiologiste, mathématicien, tu sais, ces genres de personnages-là qui avaient une main dans pas mal toutes les disciplines du moment. Okay? Et Descartes, lui, était un des représentants de cette école de pensée qui était très forte et qui existe encore aujourd'hui chez les gens, qui est l'idée de la volonté. Okay? Pour Descartes, la source de nos comportements, c'était la volonté. Descartes aurait dit, si tu te lèves le matin puis tu t'en vas t'entraîner d'une certaine intensité, avec une certaine persistance, c'est à cause de ta volonté. Puis là, vous lui aurez demandé, mais qu'est-ce que vous voulez dire par c'est à cause de ma volonté? Vous voulez dire que je veux, mais c'est quoi vouloir exactement? Là? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Là? Qu'est-ce qui fait que je vais m'entraîner le matin? Mais Descartes aurait dit, ben c'est très simple. Okay? C'est que Descartes avait une vision du monde, que le monde était fait de matière immatérielle et aussi matérielle. Okay? Et il aurait dit, bon, votre corps est matériel, mais votre âme est immatérielle. Et pour Descartes ici, voyez âme vraiment de la manière religieuse. C'était l'âme telle que tu vu comme un petit peu l'approche chrétienne là, de l'âme. Là, tu sais, un genre de nuage immatériel qui est votre identité puis qui
flotte dans un genre de monde immatériel. OK? Donc, Descartes aurait dit, OK, la volonté, c'est une propriété de votre âme, qui est immatérielle. Donc, on ne peut pas l'étudier scientifiquement parce qu'elle est immatérielle, mais elle est là quand même. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle contacte votre corps, qui lui est matériel, et elle l'active mécaniquement. Et on peut étudier scientifiquement votre corps et le fait que et la manière dont et sa mécanique et la façon dont il est mécaniquement activé par l'âme. Ça, on peut l'étudier. Mais l'âme, la nature de l'âme elle-même, on ne peut pas l'étudier, aurait dit Descartes. Et la volonté, c'est une caractéristique de cette âme-là. Okay? Et en passant, Descartes avait une belle petite théorie qui est complètement farfelue aujourd'hui, mais par laquelle l'âme active certains genres de filaments ou fils ou tuyaux dans le cerveau qui tirent sur d'autres filaments, qui tirent sur d'autres choses, qui tirent finalement sur vos muscles, qui gonflent certains nerfs, qui font que vos muscles lèvent et ainsi de suite. Donc, il y avait une version vraiment mécanique de tout ça. OK? Et donc, Descartes aurait dit, donc, soyez content pour votre âme et sa volonté, parce que c'est elle qui fait que vous vous levez, puis tout ça, puis vous allez vous entraîner. Et la volonté, selon lui, était unique aux humains. Okay? Les animaux n'en avaient pas, car ils n'avaient pas d'âme, selon Descartes. Les animaux, pour Descartes, étaient simplement des objets physiques mécaniques, comme des robots un peu faits en chair, si on veut. Et pour lui, les humains étaient aussi des objets physiques mécaniques, nos corps, les corps, mais en plus, ils avaient ce genre d'âme immatérielle. Okay? Donc pour lui, évidemment, on n'avait pas encore compris que les humains eux-mêmes sont des animaux, à même titre que tous les autres animaux. Nous sommes des primates, nous sommes des mammifères, nous sommes de l'espèce Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, dépendant quelle vision on a de l'évolution. Mais pour Descartes, c'était pas le cas. Pour Descartes, les êtres humains sont différents, sont différents des animaux en général. Donc pour lui, la volonté était typique aux humains, les animaux n'en avaient pas. Okay. Donc cette vision-là, c'est le genre d'explication que vous auriez eu de Descartes. Okay. Mais évidemment, au fil du temps, on s'est rendu compte de certains problèmes avec ce genre de vision-là. Et peut-être que vous vous seriez dit, OK, le premier problème, c'est, alright, si j'ai une âme qui est immatérielle, puis j'ai un corps qui est matériel, OK? Et que j'essaie d'expliquer les comportements de mon corps matériel. Le fait que mon corps s'est levé, puis mon corps est allé au gymnase, puis mon corps s'est entraîné. Et l'explication, c'est que c'est mon âme immatérielle qui m'a amené à faire ça. Mais comment est-ce qu'une âme immatérielle contacte-t-elle ou influence-t-elle un corps matériel? T'sais, quand deux choses s'influencent l'une l'autre, ils ont une interface, ils ont un espace dans lequel ils existent tous les deux. C'est comme ça qu'ils sont capables de s'influencer. Mais si mon âme habite dans l'immatériel et mon corps habite dans le matériel, ils n'existent pas dans la même réalité. Il n'y a pas d'interface. Ils ne peuvent pas se contacter l'un l'autre. Et pour Descartes, c'est peut-être quelque chose auquel il n'avait pas réfléchi. En fait, il avait réfléchi à une idée, mais elle n'était pas vraiment satisfaisante. Descartes suggérait que l'endroit de la connexion, c'est la glande pinéale. C'est une glande au cœur du cerveau qu'on retrouve, que tout le monde a. Je pense qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une glande pituitaire, je crois, qui est responsable de... je sais pas, je vais pas m'avancer trop, mais certaines hormones de croissance, je pense, qui sont sécrétées par cette glande-là. Aujourd'hui, on a une vision très différente de cette glande-là, mais pour Descartes, cette glande était l'endroit auquel l'âme contactait le cerveau, le corps. Okay? Et probablement parce elle semblait être, selon la vision anatomique de ce moment-là, elle semblait être au milieu du cerveau. Et donc, pour Descartes, le fait qu'elle était qu'elle était comme au niveau, physiquement, au milieu du cerveau, il y avait une certaine
beauté-là, il y avait un certain équilibre qui fait, ah, ça doit être le point où est-ce que l'âme immatérielle contacte le corps matériel, et ainsi de suite. Ça n'a pas satisfait vraiment les gens au fil du temps. Et même Descartes lui-même, je crois, plus tard, est revenu en disant, ouais, dans le fond, c'est pas super mon explication. Un autre problème qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment, hein, en faisant de la dissection, que les gens, même au moment de Descartes, se sont rendus compte, c'est que en faisant de la dissection, où est-ce qu'on coupe des cerveaux chez des animaux, par exemple, on s'est rendu compte que même les animaux ont des glandes pinéales, et parfois des glandes pinéales beaucoup plus développées, beaucoup plus grosses que chez l'Homo sapiens, chez l'humain. Hein? Or, si la glande pinéale est le truc qui fait que l'endroit où l'âme contacte le corps, et que les animaux en ont, mais que Descartes dit que les animaux n'ont pas d'âme, donc Descartes devrait se dire, mais pourquoi diable est-ce que le bon Dieu aurait donné des glandes pinéales aux animaux si elles n'en ont pas besoin, puis pourquoi diable aurait-il donné de si grosses glandes pinéales aux animaux qui en ont même pas besoin? Donc, tu sais, toutes sortes de choses qui fait que ça marche pas. Ça marche pas tant que ça. Okay? En plus de ça, il s'est développé au fil du temps toutes sortes d'arguments théoriques. Comme, oui, admettons, oublions le problème du fait que l'âme immatérielle, comment pourrait-elle contacter le corps matériel, puis oublions le fait que les animaux qui ne sont pas supposés avoir de volonté ont une grosse glande pinéale. Oublions ça. Imaginons qu'il n'y a pas de problème là. Il y avait d'autres problèmes quand même avec la théorie, avec l'idée. C'est que, ok, c'est bien beau de dire que on a une volonté grâce à notre âme, mais plusieurs philosophes se sont demandé en quel point est-ce que notre volonté est libre. Comme, je peux choisir de lever ma main, je peux vouloir lever ma main, puis le faire. Vous pouvez le faire maintenant, je peux vous demander, tu sais, pouvez-vous s'il vous plaît lever votre main, puis vous allez dire, ok, je suis d'accord, je vais le faire. Puis là, vous le voulez, puis ça lève. Ok. Mais si je vous dis, pouvez-vous s'il vous plaît choisir de vous envoler maintenant, vous n'êtes pas capable. Autant que vous voulez, vous n'êtes pas capable. Et il y a une infinité de choses que vous n'êtes pas capable de faire, même si vous voulez vraiment le faire maintenant. Donc, clairement, ce n'est pas juste la volonté. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi la capacité. On ne parle pas ici de capacité, on parle juste de volonté toutefois. Mais ça va même plus loin que ça, philosophiquement. C'est que donc, vous chantez une chanson. Bon, ici j'ai pris je souhaite lever mon bras et il se lève, mais d'où vient mon désir de lever mon bras? Okay, je vais changer un peu cette idée. Donc, vous êtes fait la vaisselle, tout à coup vous mettez à chanter une chanson. Puis là, votre ami vous dit hey, pourquoi tu as chanté cette chanson-là? Vous dites, je sais pas, j'avais le goût. Ok, je voulais la chanter. D'accord. Mais pourquoi tu voulais la chanter? Ah, je sais pas, j'avais juste le goût. Oui, mais pourquoi tu as voulu avoir le goût? Non, j'ai pas voulu avoir le goût. Je me suis juste retrouvé avec le goût de chanter cette chanson-là. T'sais? Donc, c'est ça l'idée. C'est que la volonté, ça repousse l'explication d'un niveau. Pourquoi tu as fait X? Ah, parce que je voulais. Ok, tu repousses l'explication d'un niveau. Mais là, si tu essaies de le repousser d'un deuxième niveau, ouais, mais pourquoi tu voulais vouloir faire X? Là, ça marche plus. Là. Puis pourquoi tu voulais vouloir faire X? Puis pourquoi tu voulais. Tu sais, c'est la même chose avec l'idée de j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de chanter. OK. Pourquoi tu as décidé de chanter? Je sais pas, j'ai décidé de chanter parce que ça me tentait. Et pourquoi tu as décidé que ça te tentait de chanter? Je sais pas. Puis pourquoi tu as décidé que ça te tentait de chanter? Tu sais, donc, vous voyez que ça marche pas, là. Il y a comme une infinité de niveaux où on peut aller. Et donc, même de dire que je fais X à cause de ma volonté, ça marche pas parce que qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé d'avoir cette volonté-là? Okay? Donc, le concept de volonté est un petit peu tombé à l'eau. Mais vous voyez qu'on très souvent, dans la vie de tous les jours, on utilise quand même ce concept-là. On va dire des gens qui font telle affaire, on va dire, ben dans le fond, si tu as fait ça vraiment, c'est parce que tu as choisi de le faire. Tu sais?
ou c'est parce que tu voulais le faire. Des fois, les gens vont se battre contre ça, vont dire non, non, je voulais pas vraiment faire ça. Non, non, mais profondément quand même. Je veux dire, tu l'as fait. Si tu l'as fait, c'est que d'une certaine manière, inconsciemment, tu as choisi de le faire. Tu sais. Pensez à une chicane, par exemple. Désolé, je voulais pas me fâcher contre toi. Tu sais, je voulais vraiment pas me fâcher contre toi puis te dire ces choses méchantes-là. Ben, tu peux bien dire ça, mais d'une certaine manière, tu as décidé de le faire. Non, non, j'ai pas décidé, j'ai juste réagi, puis tu m'as dit ça, puis là, j'ai pété les plombs. Je me suis fâché. Je te promets, c'était pas voulu. Puis là, vous pourriez répéter, non, c'était peut-être pas voulu consciemment, mais ton système a quand même choisi de te fâcher puis de me dire ces choses méchantes-là plutôt que de faire d'autres choses. T'sais? Donc, on a quand même cette intuition que les gens sont responsables. Puis on a encore aujourd'hui cette idée-là, que les gens sont responsables de leurs actions. Puis je pense que c'est une bonne chose socialement à voir. Les gens sont responsables de leurs actions. Mais il reste que combien de choses vous choisissez vraiment par volonté, puis vous avez choisi de choisir, puis vous avez choisi de choisir de choisir. C'est comme, à un moment, on se rend compte, OK, on choisit rien. Là. On est vraiment comme à la merci de nos volontés qui nous arrivent de même. On choisit pas ce qu'on veut tant que ça. Okay? Pensez aux préférences. Les gens viennent au monde avec des préférences. On ne choisit pas toujours nos préférences. Pourquoi j'aime telle saveur plutôt qu'une autre? Je sais pas, moi, j'aime telle saveur plutôt qu'une autre. J'ai pas choisi. T'sais? Donc, il y a des problèmes avec la question de la volonté. Avec le temps, et là, je vous amène probablement, disons, 300 ans plus tard que Descartes, il y a la notion des instincts qui est arrivée. Okay? Ici, on est au 19e siècle, donc dans les années 1800. On commence à comprendre un peu plus que l'être humain est un animal comme les autres, qu'il est le produit, grâce à Charles Darwin et des gens avant et après lui, on comprend que l'être humain est le produit de l'évolution par sélection naturelle. Et donc, que si on veut expliquer ces comportements, on n'a pas besoin d'aller dans des explications où on a une âme immatérielle avec une certaine propriété qui est la volonté, qui est comme un peu magique. On n'a pas besoin. Tout peut être expliqué de manière naturelle, de manière naturelle, qui est le produit de l'évolution par sélection naturelle. Et ça donne lieu à l'idée des instincts. OK? Donc, l'idée, c'est que nos comportements doivent avoir une origine purement physique, comme ceux des autres animaux. On devrait être capable d'expliquer nos comportements sans avoir à faire appel à la magie ou à l'âme ou à quelque chose d'immatériel. Et donc, l'idée, c'est que, peut-être qu'on a des instincts. Peut-être qu'on a programmé dans notre corps, physiquement, des tendances, des instincts, des comportements prêts à sortir quand on se retrouve dans un certain environnement. Okay? Donc, l'instinct, c'est une tendance à nous comporter d'une certaine manière, comme si, puis encore là, c'est pas vraiment programmé, mais c'est une façon de parler, comme si elle était programmée dans notre biologie par des milliers d'années, des millions d'années d'évolution. Okay? On peut le voir comme une genre de réaction impulsive à certains stimuli dans l'environnement ou dans notre corps. Okay? Si je vous souffle au visage, premièrement, je ne ferais pas ça avec COVID, non, mais imaginons que c'est pas COVID puis quelqu'un vous fait ça, vous allez automatiquement cligner des yeux. Automatiquement. Vous n'avez pas besoin de choisir, pas besoin de décider. C'est automatique. C'est programmé dans votre biologie. Lorsque vous ressentez une pression d'air au niveau des yeux, vous clignez des yeux. Probablement pour vous protéger et ainsi de suite. Mais, en tout cas. Donc ça, c'est un instinct. T'sais. Donc, on a, puis dès le 19e siècle, on commence à réfléchir. Puis évidemment, ça n'a pas été nécessairement inventé au 19e siècle. Les gens réfléchissaient à des trucs comme ça bien avant, mais au 19e siècle, ça se matérialise vraiment, puis on écrit beaucoup là-dessus. Différents types d'instincts humains et animaux, OK? Et animal. Se nourrir serait un instinct. Se reproduire, se défendre, se tenir en groupe, explorer son environnement. Tout ça, c'est des bons candidats pour des instincts. Donc, par exemple, tu t'es levé ce matin et tu es allé déjeuner. Pourquoi tu es allé déjeuner ce matin? Parce que j'ai un instinct de me nourrir. Après
8 heures, 10 heures de jeûne, mon instinct de me nourrir s'active et je vais déjeuner. OK? Lorsque le bonhomme il s'est mis à te crier à la face puis à te menacer, tu t'es mis à crier. Tu t'es mis à crier puis à le pousser. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai un instinct de me défendre. Okay? Ou tu es sorti hier avec tes amis. Pourquoi? Parce que, je sais pas, si j'ai le choix, je préfère être avec des amis. J'ai comme un instinct de me tenir en groupe. J'ai comme programmé en moi. Si j'ai le choix, je vais le faire. OK? Donc, tout ça, c'est des bons candidats pour des instincts. Puis, évidemment, on pourrait expliquer plusieurs de nos comportements en parlant d'instinct. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je suis un animal, un être humain, un homo sapiens, un animal qui a certains instincts. J'ai l'instinct de me nourrir lorsque j'ai faim. J'ai l'instinct de me tenir en groupe plutôt que de me tenir tout seul. Si je me retrouve dans quelque chose, dans un environnement inconnu, j'ai l'instinct d'exploration. J'ai tendance à explorer. Donc, c'est pour ça que je suis allé marcher en ville hier plutôt que de rester dans ma chambre d'hôtel, par exemple. T'sais. Donc, toute cette idée d'instinct était intéressante. Et reste intéressante. Il y a probablement plusieurs choses qu'on fait qui sont instinctives. OK? Mais il y a des problèmes avec les instincts. C'est que, d'une certaine manière, ça a peu de pouvoir explicatif. C'est que ça explique pas grand-chose quand on y pense. Tu sais, comme expliquer notre désir de faire du sport par le fait que nous avons un instinct de bouger. Ça explique pas grand-chose. Ça revient fondamentalement à dire la même chose dans un langage différent. Pourquoi tu manges présentement? Parce que j'ai un instinct de manger. OK. J'ai un instinct de me nourrir. Ouais, OK, mais ça explique pas grand-chose. Dire que j'ai un instinct de me nourrir, c'est juste redire que je suis en train de manger. dans un langage différent, dans le langage des instincts. Donc, ça dit pas grand-chose, dans le fond. Ça dit un peu quelque chose. Ça donne l'information peut-être qu'il y a en nous certaines tendances, mais ça explique pas grand-chose. Puis en plus, il y a un problème de raisonnement circulaire que je vais vous faire voir ici. Disons que vous demandez à quelqu'un, pourquoi tu fais du sport? Puis la personne dit, j'ai un instinct d'être actif. L'être humain veut être actif, donc l'être humain fait du sport. OK, quelles sont les preuves qu'on a un instinct d'être actif? Parce qu'on fait du sport. Ouais, pourquoi on fait du sport? Parce qu'on a un instinct d'être actif. Tu penses qu'on a un instinct d'être actif? Oui. OK, quelle preuve t'as qu'on a un instinct d'être actif? On fait du sport. Voyez-vous comment on explique la cause par la conséquence, puis on explique la conséquence par la cause. c'est comme un raisonnement circulaire. Là. Au bout d'un moment, on s'en sort plus. Okay? Puis en plus, si on part avec une analyse comme ça, à cause qu'on fait des milliers de choses, on se retrouve avec des milliers d'instincts. Un pour chaque comportement différent. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. J'ai-tu vraiment l'instinct de porter des pantalons rouges un vendredi? Imaginons qu'à chaque vendredi, imaginons une genre de personne qu'à chaque vendredi, elle met un pantalon rouge. C'est son truc. OK? Puis à un moment, vous dites, pourquoi cette personne-là, à chaque vendredi, elle a des pantalons rouges? C'est weird. Elle ne fait pas ça le lundi, du lundi au jeudi. Vendredi, pantalon rouge. Mais comment satisfait seriez-vous ou satisfaite seriez-vous de quelqu'un qui dirait c'est parce que cette personne-là a un instinct de porter des pantalons rouges un vendredi. C'est ridicule. Ça marche pas. En plus, comment l'évolution aurait programmé dans nos corps un instinct de porter des pantalons rouges un vendredi? Ça fait aucun sens. On pourrait penser à un instinct de survivre, un instinct de se reproduire, certainement, mais un instinct de porter des pantalons rouges un vendredi, ça fait aucun sens. Okay? Mais quand même, c'était un petit peu plus intéressant que la volonté parce qu'au moins, ça mettait le comportement, ça en parlait, ça cherchait des causes physiques, biologiques au comportement. Pas des trucs qui sont l'âme immatérielle. Okay? Mais c'était pas satisfaisant. Et progressivement, on a continué à intégrer la motivation dans le cadre de la biologie, dans le cadre du physique, okay? Plutôt que l'immatériel.
Et une des choses qui est arrivée, entre autres, au 19e siècle, dans les années 1800, c'est que Franz Joseph Gall et plusieurs comme lui ont proposé, par exemple, que différentes régions du cortex étaient associées à différentes tendances comportementales et cognitives. C'est ce qu'on appelle la phrénologie. Okay? Si vous prenez un cours d'histoire de la psychologie, à un moment, vous apprendrez à propos de la phrénologie. C'était une science, entre guillemets, fascinante, mais qui s'est avérée être complètement fausse. Mais à avoir un grain de vérité quand même qui est intéressant, qui est que différentes parties du cerveau semblent avoir différentes fonctions. Mais les phrénologues, eux autres, pensaient que différentes zones du cerveau étaient reliées à différentes tendances comportementales. Le fait de vouloir manger, le fait de vouloir lire, le fait de vouloir faire telle affaire, faire de l'art, le fait de vouloir se battre, étaient reliés à différentes régions du cerveau. Okay? Donc, eux auraient dit, au lieu de parler d'instinct, par exemple, eux auraient dit pourquoi tu t'es levé et puis t'es allé prendre un gros déjeuner plutôt que d'aller t'entraîner? Ah, c'est parce que la partie de ton cerveau qui est dévouée à manger est plus développée et plus large, prend plus d'espace que la partie de ton cerveau qui est dévouée à faire de l'exercice. Ça aurait été une explication comme ça, tu sais. Puis vous aurez tenté le crâne, puis là, il aurait trouvé les bosses sur votre crâne qui étaient reliées à ces endroits-là dans votre cerveau, puis il aurait dit « Ah, t'as une plus grosse bosse de nourriture, de te nourrir qu'une bosse de t'entraîner. » Et donc, ça veut dire que toi, t'es probablement quelqu'un qui va choisir d'aller au restaurant, puis de faire des activités alentour de la bouffe plutôt que de faire des activités alentour de l'entraînement, puis du sport, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, c'est vu comme complètement farfelu, ça marche pas. Mais c'était quand même cette idée de ramener le comportement au cerveau, au physique, plutôt que la volonté qui était plutôt immatérielle. Okay? Et graduellement, au fil du temps, au début des années 1900, donc du 20e siècle, on a commencé à parler moins d'instinct, mais le langage des instincts n'est pas complètement disparu. Le concept d'instinct est encore valide aujourd'hui, mais on a commencé à parler de besoins physiologiques. Okay? C'est qu'on s'est dit que, dans le fond, les êtres humains, comme tout animal, comme toute forme de vie, ont certains besoins s'ils veulent rester en vie de manière avec un corps fonctionnel. Ils ont certains besoins physiologiques. Et donc, il y a probablement plein de nos comportements qui sont, à la base, motivés par ces besoins physiologiques-là. C'est proche des instincts, mais ce n'est pas exactement la même chose. Okay? Le but de plusieurs de nos comportements, c'est probablement, selon cette vision-là, de rétablir un manque dans ces besoins physiologiques. Okay? Et cette idée-là est souvent organisée alentour du concept d'homéostasie. Et le concept d'homéostasie, pour le rendre très simple, c'est le fait que vous avez certains besoins pour que votre corps reste en équilibre au niveau biochimique, par exemple. Et que si vous avez un manque à un certain niveau, ça cause un manque d'homéostasie, et là, ça active votre désir de combler un certain besoin. Pensez à ce qu'est la faim ou la soif. Okay? Quand vous avez très faim, okay, votre corps est en état de déséquilibre au niveau énergétique, au niveau biochimique, au niveau énergétique. Vous avez besoin d'ingérer des calories. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne une pulsion d'aller manger. Vous avez le goût de manger. C'est ça, avoir faim. C'est être en état de déséquilibre. Okay? Et donc, l'idée, c'est qu'il y a probablement plein de nos comportements qui peuvent être expliqués par ça, par le fait qu'on a des besoins physiologiques. Okay? Et des fois, ces besoins-là ne sont pas comblés, donc il y a un déséquilibre. Et on a tendance à se comporter de manière à ramener cet équilibre-là. OK? Ça a donné naissance, à l'idée des pulsions. OK? Une pulsion, c'est ce que vous ressentez, c'est cette énergie que vous ressentez pour combler votre besoin qui est en déséquilibre, qui est en manque. Donc, chaque organisme a des besoins physiologiques importants pour la survie et le bien-être. Le besoin de boire, de se nourrir, le besoin d'éviter la douleur, le besoin probablement de se reproduire, le besoin d'avoir certaines formes d'expérience, et ainsi de suite. Et lorsque ces besoins ne sont pas comblés, la question évidemment
la question qui tue, évidemment, c'est combien de besoins on a, puis est-ce que certaines choses sont vraiment des besoins ou non. Mais en tout cas, présupposons qu'on a certains besoins. Lorsque ces besoins-là ne sont pas comblés, ça cause un état de tension, une pulsion. Okay? Et cette pulsion-là pousse l'organisme, vous pousse, vous, à vous comporter afin de combler le besoin. Okay? Donc, dans cette approche-là, c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes se lèvent et font quelque chose. C'est ce qui explique pourquoi on va déjeuner le matin, par exemple. Parce qu'on a faim, et la faim, c'est une pulsion, c'est un état ressenti de pulsion, on veut vraiment aller manger, parce que ça fait 10, 12 heures qu'on n'a pas mangé, on est en déficit au niveau calorique. Okay? Mais ça n'explique pas pourquoi vous allez manger 2 œufs bacon versus un gruau avec des tranches de pommes dedans. Ça n'explique pas cette différence-là. Okay? Ça, dans cette vision-là, c'est plutôt une question d'habitude. Okay? Donc, dans cette vision-là, le comportement, c'est l'habitude fois la pulsion. Okay? Le comportement d'aller manger 2 œufs bacon, c'est le fait que vous avez une pulsion de vous nourrir, plus le fait que vous avez l'habitude, vous avez grandi dans une maison où le matin on mangeait 2 œufs bacon. Donc, vous mangez 2 œufs bacon. Le fait d'aller manger un gruau sans sirop d'érable et avec des tranches de pommes dedans, par exemple, c'est quelque chose de super santé, c'est toujours explicable par le fait que vous avez cette pulsion de vous nourrir parce que vous avez un déficit calorique, parce que ça fait 10 heures que vous ne mangez pas, fois l'habitude que vous avez d'aller vers des choses santé plutôt que des choses pas santé. Ou on pourrait même dire les buts. Le comportement peut aussi être pulsion fois but. Est-ce que votre but, c'est de manger quelque chose de santé ou pas, par exemple. Donc, dans cette vision-là, vos comportements ne sont pas une question de volonté, vos comportements ne sont pas une question de toutes sortes d'instincts. Vos comportements sont expliqués par le fait que vous avez des pulsions, qui sont expliqués, eux, par le fait que vous avez des besoins physiologiques qui ne sont pas comblés. Et lorsqu'ils ne sont pas comblés, ils vous poussent par pulsion à agir. Et comment spécifiquement vous allez agir, ça dépend de vos habitudes, de vos buts, de votre éducation. Mais vos pulsions vous poussent quand même à agir. Okay? Mais il y a encore des problèmes, là. C'est qu'il y a plein de nos comportements qui sont associés à aucun besoin physiologique fondamental. J'adore écouter de la musique. Très souvent, moi, le soir, vers 10 heures, je me mets de la musique et les yeux fermés et je me concentre juste sur écouter. J'essaie d'écouter la texture de la musique, les différentes patterns à l'intérieur et ainsi de suite. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y a un besoin physiologique dans mon corps d'écouter de la musique puis de détecter la texture de la musique. Puis... Pas vraiment, hein? Vous pourriez peut-être me dire il y a un besoin fondamental d'explorer mon environnement, mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive si je ne le comble pas? En quelle manière est-ce que je vais mourir? C'est comme la faim, la soif. Ça fait du sens. L'élimination, ça fait du sens. Aller à la salle de bain, oui, tu as un besoin d'éliminer, évidemment. Il y a des problèmes de santé si tu n'élimines pas. Mais écouter de la musique, je ne vais pas mourir si je n'écoute pas de musique. En quelle façon est-ce que c'est un besoin physiologique? Fait que ça ne marche pas pour toute cette vision-là des besoins et des pulsions. En plus de ça, il y a plein de choses que vous faites parce que vous êtes motivé par différents facteurs externes qui ont une incitation sur vous, mais qui ne viennent pas d'une pulsion interne. Il y a plein de choses que vous faites parce qu'ils sont intéressantes, elles offrent un potentiel intéressant ou elles offrent une genre de résultats intéressants, mais ça ne vient pas d'une pulsion intérieure. Au contraire, vous avez été attiré par ces choses-là extérieures, plutôt que poussé de manière intérieure vers ces choses-là. Donc, pulsion, bon, peut-être, mais pas pour toutes. Besoin physiologique, certainement pour certaines choses, mais pas pour tous les comportements. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, même l'idée des besoins physiologiques, des pulsions, ça peut marcher pour certains comportements, mais pas pour d'autres.
Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le problème, c'était peut-être pas la volonté, les pulsions, les instincts, parce il y a quelque chose de valide dans chacune de ces points de vue-là, chacun de ces points de vue-là, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le problème, c'était peut-être dans la façon qu'on essayait d'expliquer les choses, dans le sens où on s'est dit, peut-être que on ne sera jamais capable d'expliquer la motivation de manière globale. Dans le sens, peut-être qu'on ne pourra jamais avoir une théorie qui explique tous les comportements. Pourquoi on est motivé à faire tout ce qu'on fait. C'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un genre de théorie globale qui explique tous les comportements auxquels on est motivé à faire. Peut-être qu'à la place, on devrait avoir plusieurs petites théories locales. Des théories qui expliquent pourquoi on fait certains comportements. Des théories qui expliquent pourquoi on fait certains autres comportements. Après tout, pourquoi est-ce qu'on penserait que tous les comportements qu'on fait, les êtres humains, parce qu'on en fait des milliers de comportements, pourquoi est-ce qu'on penserait que tous ces milliers de comportements-là pourraient être expliqués dans une théorie? Quand on y pense, c'est un peu bizarre. On pourrait utiliser plusieurs théories. Et c'est l'idée des théories locales. Okay? Une théorie globale a comme but d'expliquer le comportement humain en général. Qu'est-ce qui fait que l'être humain agit? Volonté, pulsion, instinct. T'sais? Ça, c'est des théories globales. Mais une théorie locale a comme objectif d'expliquer un phénomène plus spécifique. Comme par exemple, la motivation à entrer en contact avec les autres lorsqu'on est socialement isolé. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à pourquoi est-ce qu'on penserait que les facteurs qui font en sorte qu'on ait tendance à motiver à entrer en contact avec des gens lorsqu'on est socialement isolé seraient les mêmes que les facteurs qui expliquent pourquoi on a tendance à manger ou pourquoi on a tendance à vouloir écouter de la musique? Peut-être que c'est des facteurs complètement différents. Peut-être que cette théorie-là peut être locale. On a juste besoin d'expliquer ça. Pourquoi est-ce que quand on est isolé, on désire être en contact avec les autres? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi est-ce que... un autre phénomène local, la motivation chez les enfants d'âge préscolaire. Pourquoi on penserait que notre théorie de la motivation chez les enfants d'âge préscolaire devrait être exactement la même que la théorie de la motivation chez les personnes de tout âge? Pourquoi est-ce que ça devrait être global? Pourquoi on ne pourrait pas avoir une théorie spécifique, locale, qui porte sur les enfants d'âge préscolaire? Une théorie spécifique locale qui porte sur un contexte spécifique, le moment où vous êtes isolé et vous voulez entrer en contact avec les autres. OK? Et on peut penser à d'autres théories locales, comme par exemple des théories qui regardent juste le lien entre la physiologie endocrine et l'état motivationnel. Okay? C'est quoi comment est-ce que les hormones ont rapport à la motivation? Okay? Ça, c'est une théorie. On peut avoir une théorie là-dessus. Puis on peut avoir une autre théorie sur comment d'autres choses ont rapport à la motivation. Puis on peut avoir une autre théorie sur comment d'autres choses ont rapport à la motivation. Sans avoir besoin de mettre tout ça ensemble dans une grosse théorie globale qui explique tout. Peut-être que c'est idiot de vouloir tout expliquer avec une théorie. Tu sais? Ils ont le même problème en physique. Si vous avez déjà entendu parler des theory of everything, les théories du tout, okay, où ils essayent d'expliquer tout l'univers, tous les phénomènes de l'univers avec une théorie. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que, ça marche pas. Puis deux, lorsqu'on pense que ça marche, c'est que ça explique tout, mais ça explique rien en même temps. Comme la volonté. On peut tout expliquer, la motivation chez les enfants d'âge préscolaire, la motivation à entrer en contact avec les autres lorsqu'ils sont socialement isolés, la motivation à se mettre en forme, on peut tout expliquer ça avec la volonté. Mais on a déjà vu que ça explique rien, la volonté, parce que qu'est-ce qui explique pourquoi on veut ce qu'on veut? T'sais? Donc, la psychologie, au bout d'un moment, s'est rendu compte que le futur est dans les théories locales. C'est pas d'essayer d'expliquer le tout de l'être humain, mais c'est d'expliquer certains phénomènes spécifiques. C'est quoi que tu veux expliquer? Mais ce matin, je me suis levé et j'ai choisi d'aller m'entraîner à jeun plutôt qu'aller déjeuner. Comment ça se fait que je suis si motivé à faire ça? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont capables de faire, qui ont tendance à faire ça? OK, ça c'est un phénomène et on va essayer de l'expliquer
de manière locale. On va expliquer juste ce phénomène-là. On va avoir la meilleure théorie pour ce phénomène-là. Quoi d'autre tu veux expliquer? Ben, mon voisin, il est allé en prison parce qu'il il a agressé, il a été violent avec son épouse. OK? Ah, pourquoi certains hommes sont violents avec leur épouse? Pourquoi certains hommes sont agressifs? Qu'est-ce qui les motive à être agressifs comme ça, à être dans ce comportement-là? OK? OK, ben on va essayer d'avoir une théorie pour expliquer ça. OK? Mais on va pas essayer de faire en sorte que notre théorie pour expliquer pourquoi mon voisin est violent, et des hommes comme lui sont violents, en passant, mon voisin est pas violent, j'ai juste inventé ça de même. Faites-vous-en pas. On va pas essayer, on ressent pas le besoin de faire en sorte que ma théorie de pourquoi certains hommes battent leurs épouses, par exemple, fit avec pourquoi certaines personnes vont s'entraîner le matin et même sans déjeuner. J'ai pas besoin que les deux fit. J'ai pas besoin d'expliquer le tout. Chaque phénomène peut avoir sa propre théorie. Okay? Dans la prochaine vidéo, on va parler de la composante, des différentes composantes de l'émotion. Pour l'instant, je vous laisse là-dessus.